Merci beaucoup. Nicolas, je te laisse la parole pour peut-être revenir un peu sur, je dirais, la nécessité dans les régimes internationaux de prolifération de savoir, quoi. Il n'y a pas de régime de contrôle ou de convention multinationale qui valent dans ces domaines du contrôle des armements, sans des possibilités de savoir, de renseignement, d'information, voire de contrôle sur place, ce qui a été possible dans les négociations qu'on a eues avec l'Iran, ce qui est impossible en Corée du Nord. Merci beaucoup. En français ? Oui. Je vais commencer en français et puis je poserai les questions à Jeff en anglais. Je vais faire 6 séries de remarques et questions qui vont avec. La première, c'est de noter que le travail que ferait Jeff Lewis aux États-Unis est pionnier à bien des égards et qu'il y a un certain nombre d'autres think tanks américains qui se sont mis sur ce créneau-là, assez peu mais quelques-uns, mais que le reste du monde, et en particulier l'Europe, est singulièrement à la traîne en la matière. Il y a donc un problème, c'est que la ressource, comme l'a dit Jeff, existe. La ressource, c'est la donnée de base. Mais ce qui existe de façon plus difficile comme ressources, c'est 2 autres ressources que Jeff met autour de la table, c'est-à-dire concrètement du temps et de l'expertise. Et ces 2 éléments-là sont finalement les 2 éléments qui sont déterminants pour exploiter les données qui sont disponibles. D'où ma question pour Jeff, et toutes ces remarques-là n'ont pas d'ordre particulier, mais une première question, c'est que, et tu l'as dit à la fin en parlant des financiers, de ceux qui financent le travail, c'est que derrière ça, il y a un modèle économique. Et ce modèle économique-là, il faut l'examiner dans le secteur privé, qu'il soit non gouvernemental ou privé au sens lucratif du terme. Et donc la question est très simple pour toi, c'est what's behind? Qu'y a-t-il derrière tout cela en matière d'argent, de ressources, de moyens? Parce que les données sont disponibles, mais le temps et l'expertise technique, tout cela, ça coûte pas mal d'argent. Et c'est aussi une grande question concernant la validité et la légitimité des travaux entrepris, de savoir ce qu'il y a derrière tout cela. Je voulais te poser. La deuxième question que je voudrais soulever ici est beaucoup plus fondamentale. Et je ne sais pas si ça a à voir avec ma formation initiale, mais dans ce que tu fais, il y a un élément fondamental qui est le croisement des sources et la critique des sources. Et cet élément-là, par exemple, quand on le transfère dans un autre domaine, qui est celui du monde du renseignement, ça suppose, au sens plein du terme, propre du terme, ça suppose un minimum de revues par les pairs, idéalement de red teaming, de red team. Et donc, ça suppose qu'il y ait une forme de débat organisé, de contestation organisée des résultats. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de présenter sur Internet une série de résultats, de commentaires, de films ou ici. Il faut que ces commentaires, ces résultats soient critiqués. Et donc, il faut qu'il y ait une critique complète des sources. Et donc, ça suppose qu'il y ait le temps, les ressources, l'énergie disponible pour que d'autres puissent croiser, critiquer, vérifier ou infirmer ce que tu as dit. Ce qui m'amène à une deuxième question, c'est que, puisqu'aujourd'hui, finalement, le centre que tu diriges et ces équipes que tu manages sont finalement assez seules aujourd'hui. Il y en a quelques autres, mais assez peu. Comment organises-tu? How do you put together? Comment est-ce que tu organises cette façon de se critiquer l'un l'autre pour s'assurer de ne pas se tromper à un certain moment? Et ça, c'est absolument essentiel parce que tu publies des résultats et puis la presse, les médias, les gouvernements basent leurs analyses sur ce que tu fais. Mais ensuite, il faut avoir ce croisement des sources pour s'assurer que ce qui est publié n'est pas de la désinformation supplémentaire. Ça, c'est des remarques de méthode. Je vais arriver à des remarques de fond plus tard. La troisième remarque de méthode est plus large. C'est presque ce que tu décris ici, c'est presque devenu le Graal de tous les services de renseignement mondiaux. C'est le OSINT, le Open Source Intelligence. Et cet élément-là, tous les services de renseignement au monde, aujourd'hui, cherchent à diversifier leurs sources en prenant la base comme base et comme élément d'information tout ce que tu as dit qui est disponible pour toi et pour tes équipes, mais qui est disponible pour tout le monde. Et donc cette question-là fait que des centres, des instituts comme le tien font finalement un travail de renseignement à bien des égards.
Et donc, ma question est très simple, c'est est-ce que do you accept the fact... Acceptes-tu le fait de mener du renseignement, en fait ? Ce qui n'est pas toujours très bien accepté dans le domaine des NGO ou des centres de réflexion, mais toi tu fais du renseignement, et quelle relation as-tu avec les services de renseignement, surtout dans ce cas-là, le renseignement américain ? Voit-il tes travaux comme utiles ? S'en sortirait-il mieux si tu n'étais pas là ? Comment est ta relation avec les services de renseignement ? Deuxième remarque, et là arrive plus sur le fond, c'est que ce que tu fais ici peut servir très profondément le régime international de non-prolifération et de maîtrise des armements. C'est la question que Louis posait. Et il y a deux exemples que je voudrais citer à cet exemple-là, que tu n'as pas cité, mais tu pourras peut-être élaborer dessus, parce que je sais que tu as des contacts évidents avec certains d'entre eux. Le premier élément de renforcement du régime de non-prolifération à partir de sources ouvertes, à partir des données de sources ouvertes, finalement, ce n'est pas quelque chose de neuf. Quand on prend le travail que fait une agence internationale comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a la charge de vérifier l'absence de programmes proliférants dans un certain nombre de pays, eh bien, elle fonde ses analyses sur toute une série de données et d'informations. La plupart, une grande partie proviennent des déclarations que font les États, mais l'agence, et fort heureusement, ne s'arrête pas aux déclarations que fait chaque État pour vérifier qu'il n'y a pas de programme clandestin et que ce que disent les États au titre de leur accord de garantie est bien vérifié. Et donc l'agence se repose aussi sur des sources ouvertes, c'est ce que dans le jargon de l'agence aujourd'hui on appelle le State Level Concept, qui permet justement de fusionner, de croiser différentes données de sources ouvertes. Et c'est un élément qui permet d'approfondir et d'améliorer le régime de non-prolifération nucléaire, en l'occurrence. Le deuxième exemple qu'on peut prendre est beaucoup plus ad hoc. Les cas d'attaque chimique par le régime syrien à la fin du mois d'août 2013 ont donné lieu à toute une procédure et tout un processus d'enquête internationale conduit par les Nations Unies avec l'aide de l'Organisation internationale de contrôle du traité d'interdiction des armes chimiques, l'OIAC. Et de la même façon, par exemple, pour prendre cet exemple-là, tout ce travail-là s'est fondé sur une analyse extrêmement précise des vidéos publiées, des résultats et des conséquences de l'attaque chimique, c'est-à-dire de toutes les conséquences sanitaires, de tous les signes physiques des attaques chimiques qui ont permis, par exemple, de confirmer, avec beaucoup d'autres éléments, mais c'était un élément additionnel, qu'il s'agissait bien de sarin, puisque les caractéristiques physiques des victimes présentaient tous les éléments permettant de conclure que c'était du sarin. Et donc il y a là un élément qui, s'il est employé dans un processus qui est internationalement reconnu, qui a la légitimité de la scène internationale et des organisations internationales de vérification et de contrôle du régime de non-prolifération nucléaire, chimique, biologique, peut être extrêmement utile. Et ça, c'est un élément fondamental qui rejoint les éléments de méthode que je disais précédemment, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la donnée, il ne s'agit pas seulement d'avoir le temps, les ressources et l'expertise pour l'analyser, il faut qu'à un moment donné, et c'est l'élément central de tout service de renseignement ou de tout mécanisme de vérification internationale, il y ait la légitimité internationale qui soit accolée à ce régime de vérification. Et donc, ce que tu fais est évidemment extrêmement utile, mais ne pourra jamais remplacer un système de vérification international, ne pourra jamais remplacer des institutions internationales, un processus, parce que c'est cela qui donne, en droit international, la légitimité nécessaire pour ensuite, pour les États, prendre des actions. Et c'est un élément de différence entre le travail que tu fais, qui est un travail d'information, d'analyse, presque de médias, de presse, un peu spécialisé, un peu geekish, mais de presse, et ce que peuvent faire des États et des organisations internationales pour lutter contre la prolifération internationale. Ce qui m'amène à mon cinquième point, qui tient au fait que, comme tu l'as dit, évidemment, les proliférateurs regardent tout cela. Les proliférateurs regardent ce qui est publié sur Arms Control Wonk, sur Bellingcat, sur d'autres sites, et s'adaptent. Et ils peuvent s'y adapter de deux façons. Tu as parlé d'une façon, c'est-à-dire qu'ils cachent de mieux en mieux ce qu'ils veulent faire, et du coup ils le cachent d'ailleurs au think tank et à la communauté des ONG, mais ils le cachent aussi par la même façon à tout le monde, y compris aux services de renseignement, ce qui pose un problème dans le temps potentiel. Mais l'autre option dont tu n'as pas parlé, c'est ce qu'en anglais on appelle la déception, la tromperie. So what about deception? Donc, quid de la tromperie? Tu nous as présenté 3 grands exemples de tromperie. Dans ce cas, ou bien 2 exemples de
tromperie délibérée de la part de l'Iran et puis l'essai de missiles nord-coréens. Et tu as très bien réussi à décoder tout cela, mais les proliférateurs vont faire des progrès, ils vont continuer d'avoir besoin de tromper le public international, et donc leur objectif sera de pouvoir te tromper toi. Et donc ce jeu du chat et de la souris va continuer à jamais, mais cela va renforcer les problèmes d'expertise analytique qui sera nécessaire et puis de légitimité de l'ensemble du processus pour s'assurer que l'on ne base pas nos réactions et nos décisions sur la mauvaise base. La remarque que je voudrais faire, la 6e et dernière, et presque un élargissement de ce propos. On s'est concentré ici, évidemment, sur la question de la prolifération des armes de destruction massive, prolifération nucléaire, on a un peu parlé de prolifération chimique, mais finalement le problème ou les solutions qui se posent avec cette méthode d'OSINT, de renseignement sur la base de sources ouvertes et du big data, est bien plus large que la prolifération. Et c'est une méthode en tant que telle qui peut être répliquée dans beaucoup d'autres cas, où si on veut rester, disons, pas dans des cas de prolifération, mais de maîtrise des armements, le domaine conventionnel, par exemple, est un domaine formidable de développement de ce type de technique. Et à bien des égards, d'autres sites, pas toi parce que tu te spécialises sur les questions d'armes de destruction massive, mais d'autres sites se sont par exemple penchés sur l'évolution des forces conventionnelles russes en Ukraine, autour de l'Ukraine, en Crimée, ou de l'ensemble de ce que font ce qu'ont fait les Russes récemment en Syrie. Et il y a toute une série de sites Internet, internationaux et en particulier américains, qui ont établi une cartographie extrêmement précise des frappes russes, permettant par exemple de démontrer que les frappes russes avaient visé dans leur très grande majorité des zones contrôlées par les rebelles ou l'opposition modérée, quel que soit le titre qu'on y met, et finalement extrêmement peu les zones contrôlées par Daesh ou le Jabhat al-Nusra ou Al-Qaïda. Et donc cette ouverture que tu fais, parce que tu es assez pionnier dans cette affaire-là, centrée sur les questions d'armes de destruction massive et en particulier de prolifération nucléaire, ouvre en fait à la communauté internationale et aux institutions de la communauté internationale tout un champ qui va bien au-delà et qui traite finalement de l'ensemble des rapports de force, et en particulier des rapports de force militaires. Et donc c'est une nouvelle source d'informations qu'il faut évidemment prendre en compte, sur laquelle il faut que les États eux-mêmes, mais aussi les communautés de presse, de think tanks, d'ONG se positionnent, parce que c'est un des éléments qui vont façonner nécessairement la scène internationale dans les années qui viennent et notre façon de gérer les crises internationales, qu'elles soient nucléaires ou non nucléaires. Ensemble de questions, de remarques. Tout est excellent dans ces questions. S'agissant du financement, on n'a quasiment pas de financement pour ce que l'on fait actuellement. L'une de mes collègues s'en plaint particulièrement parce qu'on est simplement dans son bureau et on fait tout cela et elle n'a personne à qui facturer et bon, elle fait des heures sup jusque tard dans la nuit parce qu'on n'a pas de financement. On espère pouvoir développer nos financements, mais la plupart de notre financement vient des organisations caritatives qui nous financent, comme Carnegie ou MacArthur. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais de telles conférences, c'est que non, ça n'est pas simplement lorsque je fais mon pitch devant des financeurs, mais je souhaite aussi que la population voit que ce sont des travaux utiles et donc ensuite c'est plus facile pour nous d'aller solliciter des fonds. Mais bien sûr, j'en viendrai à la question de la critique par les pairs plus tard, mais la question de la relation avec le renseignement. Je crois que la plupart de ce que font les services secrets est le reflet de ce que font les universitaires. Il y a des choses que nous, on ne fera jamais. Il y a des limites très claires à cela. Par exemple, nous ne recueillerons que des informations qui sont disponibles gratuitement. On ne va pas aller pirater le compte de quelqu'un, on ne va pas créer un faux profil Facebook afin de pouvoir recueillir des photos. Ça, c'est notre ligne rouge interne qui sépare ce que nous faisons de ce qui, à notre sens, est fait par les services secrets.
Et puis, il y a un deuxième aspect qui parfois en embête certains, c'est que nous publions toujours nos résultats. Bon, parfois, certains sont mal à l'aise avec ça, surtout les services secrets américains, lorsqu'ils voient que maintenant Kim Jong-un installe des écrans verts. Ils nous demandent, mais pourquoi il a fallu que vous alliez publier vos résultats? Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Mais moi, je suis universitaire, c'est mon travail. Et c'est là qu'on en vient à ce qu'il y a dans vos deuxième et quatrième questions. On essaie de soumettre à un comité de lecture tous nos articles auprès de spécialistes et on en veut toujours plus. Ce que je vous dirais, ce qui se passe dans notre analyse, c'est que tout le travail est parfaitement transparent, c'est-à-dire chaque étape de la recherche est claire. Et une de mes critiques sur les dossiers publiés par les autorités américaines ou françaises ou britanniques après l'histoire des armes chimiques en Syrie, c'était que voilà, on a affaire à une information confidentielle qu'on vous partage, mais vous n'avez pas le droit de regarder ça de plus près. On va vous dire ce qu'est la réponse, la conclusion de ce rapport, mais n'y regardez pas de trop près. Puis après cette histoire de la guerre en Irak avec les soi-disant armes de destruction massive, bon, c'est difficile à avaler. Donc, si nous faisons des erreurs, et ça nous arrive, le fait que chacune des étapes de notre étude, de notre recherche, soit parfaitement transparente et ouverte à tous, d'abord, ça nous permet à nous de dépister les erreurs, de détecter les erreurs avant qu'elles ne soient publiées, mais surtout de nous donner une certaine, une certaine confiance dans la qualité du travail, dans la rigueur scientifique qu'il sous-tend. Donc, le fait, c'est qu'on a énormément d'informations, ce qui nous permet d'appliquer ce prisme très rigoureux à notre étude. Alors, vous avez tout à fait raison de dire que cela ne peut pas remplacer purement et simplement le travail des institutions internationales. Ce que nous faisons à l'international est complété par justement les rapports des institutions internationales. Par exemple, moi, ce que me paraît souhaitable, c'est qu'il y ait une société civile qui s'occupe de ce genre de travail, qui vienne renforcer, compléter le travail des institutions telles que l'AIEA, justement, même si certains de mes collègues, houspillent quelque peu l'AIEA. Mais enfin, on travaille en fait avec l'AIEA. Nous avons même été amenés à former certains des collaborateurs de l'AIEA à utiliser les outils que nous produisons parce que dans les gens qui travaillent dans des régimes qui sont différents des nôtres, il n'y a pas une mauvaise chose qu'ils aient accès à ces outils et qu'ils s'en servent. C'est-à-dire que si l'information est librement disponible et ne nécessite pas, disons, des pratiques de KPDP pour y avoir accès, autant justement donner accès à cette information. Alors, bien sûr, on a un problème de désinformation, d'intoxication, comme on dit, d'intox. Il y a, je crois, une analyse qui s'appelle Tungsten, qui fait une analyse c'est un logiciel d'analyse des photos, et il y a nous avons obtenu un don qui nous a permis d'acheter ce logiciel, qui nous permet d'analyser des photos, justement, de photos truquées et autres. Et d'ailleurs, là, c'est un des domaines, justement, où la France est en avance sur ses concurrents américains en matière de, justement, logiciel d'analyse des photos. Mais enfin, quand on y pense, on se dit, au fond, le problème s'est toujours posé de pays qui essayent de leurrer les autres. Il y a un livre qui s'appelle The Commissar Vanishes, c'est le commissaire disparaît, c'est des photographies, une série de photos soviétiques où des personnes disparaissaient de l'image. Les soviétiques étaient très doués pour ça, faire disparaître, gommer des personnages d'une photo. Et lorsque vous avez une photo de la photo, c'est pas évident d'analyser justement cette retouche. Et je me suis dit que même si les pays continuent d'essayer de tromper leur monde, dans un monde où justement il y a de plus en plus d'informations, ce sera plus difficile de tromper les gens de manière convaincante parce que justement il y aura plus de marge d'erreur. Et il y a une affaire célèbre où je crois que c'était un pédophile aux États-Unis qui se servait de Photoshop pour
déformer son visage et en faire une espèce de flou artistique, mais les déformations étaient telles qu'il s'était dit personne ne serait capable de reconstituer l'image, mais le FBI a passé 5 ans sur cette photo pour essayer de reconstituer l'image, et au bout du compte, ils ont réussi leur coup. Ils y sont parvenus. Et j'ai quelques espoirs de me dire, même si les pays tâcheront toujours de brouiller les pistes, il y aura toujours moyen de s'y retrouver. Et puis ensuite, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait d'autres disciplines qui suivent les mêmes pratiques, parce qu'en travaillant justement avec des experts d'autres domaines, on a appris beaucoup de choses. Il y a des étudiants qui justement étudient les phénomènes de terrorisme, et on s'est vu que c'est lié parce que finalement, au bout du compte, on essaye de rassembler des informations, de les compiler, et lorsque vous avez des experts de différents domaines qui partagent finalement la même méthodologie, tout le monde en bénéficie énormément. Donc, au bout du compte, je crois que c'est un petit peu le slogan que j'aimerais bien diffuser, qu'on propose un système de sources ouvertes, de open source pour ce type même de renseignement. Je dirais à partir de ce qui a été dit et y revenir, la communauté internationale, si elle veut contrôler le désarmement, et notamment dans les domaines du nucléaire, dans les domaines du chimique, et surtout des instruments qui ne comportent pas, comme dans le domaine du nucléaire, des systèmes d'inspection ou des systèmes d'agence qui permettent d'en assurer le contrôle. C'est vrai que ces moyens viennent, compléter les moyens de collecte de l'information et de l'échange. Alors évidemment, c'est aussi un jeu, c'est-à-dire que c'est à la fois un jeu citoyen. Dans certains cas, ça peut venir, aider à rétablir une vérité qui serait cachée. Dans certains cas, ça peut être aussi, une manipulation de l'information. On peut aussi avoir intérêt à faire croire qu'un pays développe des armements de destruction massive. Je ne ferai pas de dessin. C'est à la fois utile, parce que c'est une démarche de complément, c'est une démarche qui ne peut pas être suffisante par rapport à notamment des systèmes qui impliquent des vérifications qui sont croisées. Et puis, toutes ces sources d'informations, il peut y avoir des émetteurs divers et il peut y avoir aussi une instrumentalisation de cette information ouverte. Le deuxième point que je voulais dire, c'était pour revenir peut-être à des éléments qu'a dit Jeffrey Lewis en matière d'évolution. Par exemple, on voit bien d'évolution des techniques, de coordination, de numérisation, comment la dimension numérique est devenue aussi une dimension de la vulnérabilité. Là, j'en viens à la problématique de la dissuasion nucléaire. On a vu effectivement comment le programme iranien de centrifugeuse a été compromis par l'instillation du virus Stuxnet. Et donc, là aussi, il y a, par rapport à la dissuasion nucléaire, toute une interrogation sur la crédibilité aussi des armes et de l'efficacité de la dissuasion, à la fois des fragilités nouvelles qui sont liées à ces interconnexions, et puis aussi la dissuasion, c'est un domaine, la dissuasion nucléaire, c'est un domaine qui à la fois cherche l'indétectabilité. On pense par exemple au développement des forces sous-marines dont l'effet principal est de rechercher à justement ne pas être détecté sous mer, et puis en même temps la visibilité, parce que le discours de la dissuasion implique aussi des formes d'affirmation. Donc cette évolution des contextes culturels, de la dispersion de l'information, à la fois sur le thème de la vulnérabilité des systèmes, interconnexion, à la fois sur la dialectique, indétectabilité et visibilité recherchée, modifie profondément les choses. Un pays comme la France, qui a de toutes les façons toujours eu un petit territoire, a toujours su que, ces sites étaient forcément assez facilement connus. Plus compliqué quand on a l'immense espace soviétique, par exemple, ou l'espace chinois, c'était plus compliqué, ou même l'espace iranien. Donc
Au fond, on a toujours, d'ailleurs, dans la crédibilité du discours de la dissuasion, compté là-dessus. Vous savez ce que nous avons, et ce qui est important, finalement, c'est notre détermination et notre capacité d'avoir un armement qui permettra de riposter en second. Donc il y a dans la construction de la dissuasion, dès le départ, toujours eu un jeu entre ce qui était visible et ce qui ne l'était pas. Quand la France, par exemple, a récusé très rapidement l'idée de missiles mobiles, c'est que ça n'avait aucun sens sur un territoire limité comme celui de la France. Donc c'est des problématiques que l'on retrouve là exposées dans cette question de la surveillance, de la prolifération, du contrôle des programmes, mais ce sont des problématiques qui sont déjà au cœur même de la réflexion sur ce qu'est un outil de dissuasion et la crédibilité recherchée dans la dissuasion entre ces deux vertus, la visibilité, parce que la dissuasion, c'est la volonté, donc il faut pouvoir afficher sa capacité à agir, et c'est l'indétectabilité, parce qu'il faut, notamment pour les capacités de frappe en second, être indétectable, donc être indestructible. Et donc, selon les pays, chacun fait aussi ses arbitrages en ces matières de manière différente dans la composition de son arsenal nucléaire. Alors maintenant, je laisse la parole à la salle. Et donc, je vous en prie, monsieur. Trois questions brèves. La première, c'est est-ce qu'en 2003, vous existiez? Ma première question est est-ce qu'en 2003, vous existiez? Est-ce que vous avez publié à propos de l'existence d'armes de destruction massive en Irak? Et jusqu'où vous êtes allé pour informer l'opinion publique, si vous avez une idée là-dessus? La deuxième question, c'est est-ce que vous travaillez avec Stockholm, le CIPRI, et avec le Brindy britannique qui commence à se former aussi sur les mêmes sujets? Et ma troisième question, c'est est-ce que vous utilisez aussi les sources ouvertes pour étudier la prolifération, pas du point de vue des infrastructures, mais du point de vue, par exemple, des gens qui circulent et qui pourraient apporter des connaissances de physiciens à des pays qui cherchent à se doter? Donc soit des publications, soit de la connaissance simplement de circulation de personnes de physiciens qui aideraient les programmes de prolifération. Seconde question, monsieur Tremblay. Bonjour. Vous avez parlé des études de vérification sur la non-prolifération menées sur des pays a priori hostiles, comme la Corée du Nord ou l'Iran. Mais est-ce que vous menez également ce genre d'études sur des pays alliés des États-Unis, comme le Japon, ou même sur des pays alliés qui possèdent déjà une puissance nucléaire, comme la France, le Royaume-Uni ou Israël? Merci, allez, je vous laisse répondre à ces deux questions, puis on en reprendra après. Alors, non, en 2003, moi-même, je n'étais pas encore à l'Institut, parce que j'étais étudiant, mais à titre personnel, j'avais mes doutes quant aux renseignements concernant les armes de destruction massive de l'Irak. Mais je vais vous dire qu'une chose, cette situation m'a amené, moi, à aiguiser ma propre curiosité sur ces questions. Je ne disposais pas des outils à l'époque, donc il est difficile. Mais je peux vous dire autre chose par contre. Nous travaillons avec beaucoup de gens. On travaille avec le CIPRI essentiellement, et puis au Royaume-Uni, on travaille essentiellement avec King's College. Pour ce qui est des pays alliés qui ont l'arme nucléaire, oui, évidemment, on les surveille. Il y a une histoire que je n'ai pas encore racontée, mais je vais vous en dire deux mots. En Corée du Sud, il y a un commandement nucléaire qui a été mis en place et qui est censé être très secret, à telle enseigne que les soldats ont des patchs velcro sur leur épaule gauche et ils enlèvent le patch quand on prend les photos parce que cette espèce de patch ne doit pas être visible. Alors, ça nous a un petit peu interrogés, et puis on s'est dit, ils se croient malins à enlever le petit velcro là. Je parie qu'on peut retrouver quand même leur siège
Et au bout d'un jour, on a vu où était leur siège. Et il y avait une brigade de missiles. On voyait l'usine où construisaient les missiles et un centre de recherche où les missiles étaient conçus. Et alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information maintenant? Et puis mon collègue, Catherine, avec qui j'en parlais, et puis on est toujours en train de raconter ça dans ce bureau, l'autre jour me disait, moi j'avais envie d'aller à Séoul. Mais effectivement, c'est vrai, on surveille tout le monde, même nos amis. Alors, Alors, j'ai parlé de l'Iran et de la Corée du Nord parce que, évidemment, c'est des sujets d'actualité. L'affaire de l'Iran, évidemment, a une incidence immédiate sur les négociations. C'est un moment où quelqu'un a essayé de perturber les négociations. Et je pense que là, on a pu jouer un rôle constructif en rétablissant la vérité. Et pour la Corée du Nord, la Corée du Nord me rend la vie très difficile parce qu'il y a des essais tous les jours. Mais enfin, non, bien sûr que lorsque nous en avons les moyens, nous menons bien sûr des analyses, même chez les pays alliés, et la Corée du Sud, Taïwan, oui, bien sûr. Juste rajouter deux choses pour continuer sur cette question de l'Irak 2003, de la Syrie chimique, etc. Et ce que tu disais qui m'a évidemment titillé, sur la synthèse de renseignements sur les questions chimiques syriennes faites dans les années, à la fin de l'année d'août 2013. Il y a un élément clé dans toute cette affaire-là, qui est la crédibilité dans la durée. Et c'est finalement ce qu'on voit. Dans le monde que tu décris, celui du big data, celui des sources ouvertes, il y a une valeur, une ressource, une qualité, un instrument, un levier qui devient aujourd'hui absolument fondamental et essentiel. C'est la crédibilité, mais elle ne peut se construire que dans la durée. Donc le coût du mensonge, une fois, est gigantesque parce qu'une fois qu'il est produit, une fois qu'il est fait, plus rien n'est crédible. Et donc je suppose que dans ton travail, mais c'est vrai pour tout le monde, se faire prendre une seule fois en défaut ruine la totalité de l'entreprise, et c'est l'une des très grandes difficultés de ce monde des sources ouvertes, mais c'est d'ailleurs l'une des très grandes difficultés de l'ensemble de la gestion de l'information à fin d'action par un État. Et ce qui m'amène à un commentaire, c'est que quand tu décides, par exemple, de mettre des ressources sur la Corée du Sud, à chaque fois, c'est une décision politique. De la même façon qu'un gouvernement prend une décision politique d'orienter ses capteurs sur telle ou telle zone, parce que les ressources sont limitées, il y a une décision que c'est ça qui est intéressant et pas ça. Ça peut très bien se traduire de la même façon dans le monde des médias et de la presse. Il y a des décisions éditoriales qui consistent à mettre des ressources sur tel ou tel sujet. Et donc, c'est un dilemme permanent que de construire la crédibilité d'un processus et de résultats fondés sur une méthode scientifique qui a sa valeur, et d'éviter et de reconnaître qu'il y a des décisions au minimum d'allocation des ressources qui sont en elles-mêmes des questions de nature politique. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était revenir sur ce que disait Louis en termes d'analogie avec la dissuasion, ce qui fait le lien avec les questions de crédibilité et de mensonge, et de coût du mensonge. La crédibilité de la dissuasion, c'est la crédibilité de trois choses qui doivent être chacune assurées et qui doivent être toutes les trois ensemble assurées. C'est la crédibilité du discours, d'une part, la crédibilité des capacités d'autre part, et la crédibilité des actes. Chacune de ces trois crédibilités doit être assurée, et surtout l'ensemble doit être cohérent. Et ce qu'on voit, et je ne citerai pas de cas récents, c'est que quand l'un de ces éléments-là manque, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Si le discours n'est pas là, ou plus exactement si le discours et les capacités sont là, mais que les actes ne sont pas là, eh bien le discours de crédibilité de la dissuasion s'écroule. Et donc il y a évidemment un coût dans le mensonge ou dans la présentation, ou si on veut le mettre dans des termes modernes, il y a un coût dans la communication qui, s'il est mal fait, est énorme. On ne communique pas simplement dans la dissuasion, on fait de la politique déclaratoire. Il y a une différence fondamentale entre faire de la communication stratégique et avoir une politique déclaratoire. Les mots ont un sens, et dans le domaine de la dissuasion, le coût du mensonge ou de la déformation légère de la vérité est immense en termes de crédibilité. Merci Nicolas. Alors je crois que c'est le moment de la question de M. Cameron. Il y a toujours une question le lundi, donc Pierre-Alexis, vous avez la parole. Bonsoir. Je souhaitais savoir dans quelle mesure les analyses tiennent-elles compte d'un certain pourcentage d'erreurs entre sources officielles, officieuses, même la réalité, même si, comme vous l'avez souligné, les informations sont plus faciles d'accès qu'il y a 10 ou 20 ans.
Merci. Alors, une deuxième question, s'il y a des étudiants même placés là-haut. Ah oui, je vous en prie. Allez-y. Camille, mon voisin. Bonsoir. Donc, vous avez souligné le manque de financement que vous rencontriez pour vos travaux. Et donc, j'aimerais savoir si, dans la limite du possible, vous pourriez accepter de limiter la diffusion des informations que vous parvenez à collecter si vous étiez financé par certains lobbies ou même si ça semble contraire à vos principes. Merci. Je vous laisse répondre. I'll take these in the reverse. Alors, je vais prendre les questions à rebours. La question, c'est-à-dire que, évidemment, si nous présentions nos études à la Corée du Sud, et voilà, voici, c'est là que vous avez caché votre d'installation nucléaire, on pourrait tout publier, moyennant finance, on pourrait ne pas publier. Bon, on pourrait s'amuser à ce jeu-là. Cela étant, quelquefois, réellement, des décisions sont prises quant à l'opportunité de publier certaines informations. Dans certains cas, il serait imprudent de le faire et indépendamment de ces questions de financement, enfin, la question peut se poser. Pas souvent, mais ça, il y a eu un exemple d'ailleurs. Il y a justement un dossier que nous ne publions pas parce que nous avons des doutes. Il se peut que les Émirats aient acheté des missiles de la Corée du Nord, mais on ne peut pas le prouver. Ça nous paraît probable, mais si vous voyez l'article dans le New York Times, probablement, ce serait un scandale, bien sûr. Donc, on voudrait quand même pas se tromper sur des affaires comme ça. Donc là, c'est un dossier qu'on va peut-être pas publier. Peut-être si l'information se précisait, mais effectivement, on a réfléchi à effectivement obtenir quelques financements. Mais enfin, on risquerait de se faire complètement amocher et ce serait peut-être contre-productif. Pour ce qui est d'être source d'erreur entre les sources officielles et officieuses, ça a toujours été notre problématique, parce que quand vous avez une source officielle, d'abord, les sources officielles, il faut savoir il y a toujours une marge d'erreur déjà. Elles sont jamais parfaites. Donc, de toute façon, elles doivent être validées au même titre que n'importe quelle autre information, même si la source est parfaitement officielle. Vous avez cet exemple assez connu. C'était le rapport du CTO qui avait fait un rapport sur les armes nucléaires en Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont dit ont pu démentir l'information. Enfin, quelle que soit la source d'information, il faut être prudent, même si l'information était quasiment officielle. Et puis, pour ce qui est de l'information officieuse, ça ne va pas s'appuyer sur ce qu'ont dit les témoins, on s'appuie sur les preuves. Si, par exemple, quelqu'un prend une photo, par exemple, ce site aux Émirats, si quelqu'un s'est pointé devant la grille et a pris une photo de la grille, la source n'est pas officielle. Alors évidemment, on essaie à partir de là de faire correspondre, de faire correspondre la photo à des photos satellites, voir dans quelle mesure les métadonnées n'ont pas été elles-mêmes falsifiées. Mais au bout du compte, c'est vrai, même si les informations officieuses et officielles sont différentes, même les problèmes ne sont pas exactement les mêmes, pareil, il faut de toute façon avoir un regard critique, un degré de scepticisme et effectivement évaluer ces données de manière critique. Alors, et à propos, et là pour les étudiants, si vous voulez un programme de master de 2 ans dans le plus bel endroit sur la Terre, venez à Monterey, envoyez vos dossiers de candidature. Vous pourrez faire ça toute la journée, il y aura une place pour vous. Question sur les coûts financiers, parce qu'on voit que pour pouvoir réaliser ce travail sur les big data, il faut à la fois constituer des bases de données, où il faut avoir accès à des bases de données, et puis aussi il faut des logiciels qui vont permettre de trier, de comparer, d'éliminer. Donc pour un centre comme le vôtre, à combien vous estimez les investissements qui ont été nécessaires pour obtenir ces logiciels de tri et ces bases de données? Ça donnera peut-être aussi une idée sur ce que d'autres peuvent faire et qui ne sont pas forcément des centres de recherche vertueux intellectuellement.
Et puis la deuxième question, alors elle est déontologique, c'est-à-dire que, évidemment, vous constituez forcément des bases de données, vous avez même indiqué que dans certains cas, vous rentriez les caractéristiques d'individus que vous suiviez ou vous profiliez. Et donc, quelles sont les règles déontologiques que vous étiez vous-même fixées et qui les contrôlait ? Alors, effectivement, nous avons une équipe de 4 personnes. À part moi-même, il y a moi-même 2 jeunes chercheurs, enfin, pas si jeunes que ça, et ils méritent d'être mieux payés. Enfin, eux, ils pensent qu'ils devraient être mieux payés parce qu'ils ont plus d'ancienneté. Bon, enfin, en termes de... Ils sont censés n'être pas encore confirmés, puis on a des doctorants, des thésards dont les travaux nous servent à justement faire tout ce qui est modélisation, traduction, des tâches un petit peu, disons, mécaniques. En fait, les coûts ne sont pas faramineux. Le logiciel, pour par exemple traiter les photos satellites, c'est le même logiciel que serait celui de n'importe quel département de géographie. Ça coûte quelques milliers de dollars par licence, les ordinateurs eux-mêmes. Bon. Là où ça devient un peu plus coûteux, c'est quand on essaye si on veut vraiment obtenir des logiciels très sophistiqués. Par exemple, justement, celui qui est fabriqué en France, là, c'est des dizaines de milliers de dollars. Donc là, c'est le plus gros achat qu'on ait jamais fait. Mais sorti de là, franchement, c'est toujours resté dans les limites des budgets qui viennent de nos subventions. Alors, à part ce logiciel, si on a un bon ordinateur avec Google Earth qui est gratuit, pour autant que je sache, finalement, on a des systèmes d'information géographique relationnels. Tout ce qu'il vous faut, c'est savoir apprendre à se servir du logiciel. Mais si vous êtes motivé, si vous êtes passionné, finalement, les gens qui travaillent avec nous trouvent que c'est tout à fait accessible. Donc les coûts de départ, en tout cas, sont relativement faibles. Bell & Cap, c'est une société qui avait au départ une personne qui avait du temps sur les mains, c'est tout. Et franchement, il faut quand même voir que c'est quand même une espèce de communauté assez qui a un véritable esprit de corps. On travaille vraiment, il y a un esprit presque de famille. Si vous travaillez ensemble sur un dossier, votre entourage va toujours essayer de vous aider. Il y aura quelqu'un qui aura un logiciel ou un accès à une base de données qui va faire avancer votre travail. Mais dans n'importe quelle université qui est digne de ce nom, c'est faisable. Sur le plan déontologique, alors, nous voulons écarter de nos bases de données des personnages qui ne sont pas publics, qui ne sont pas des personnalités, disons, publiques. Alors, il y a effectivement des gens qui affichent des informations sur Facebook et qui ne privatisent pas l'information, en particulier des soldats russes qui mettent cette information sur la version russe de Facebook, ça s'appelle VK. Et alors là, c'est jamais privatisé. Et souvent, c'est assez obscène. Enfin, ils mettent tout. Je vous laisse imaginer. On essaie de ne pas singulariser ces personnes en tant que telles, mais enfin bon, si l'information est publique, on y a accès. Et par exemple, les photographies qu'ils affichent, bon, ça c'est faux, on les étudie parce qu'elles peuvent toujours être source d'informations. Et puis, aux États-Unis, dans les centres de recherche, il y a ce qu'on appelle des comités d'éthique qui, quand elles se posent des questions, elles posent la question à l'intéressé, et avant d'interroger quelqu'un, on doit obtenir le consentement. Enfin bon, il y a un certain nombre de règles. Alors on n'aurait pas le consentement éclairé d'un soldat russe, mais par exemple la personne dont je vous ai pas donné le nom, il y avait une étude sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Finalement, si cher, on va demander une augmentation de nos moyens pour la chaire, pour augmenter un peu notre budget. Mais merci de la comparaison. Moi, je vous en prie, monsieur. Jeune homme. La priorité aux étudiants toujours. Ici, au deuxième rang. Merci.
Avez-vous des contacts à double sens avec des organismes de recherche opérationnelle, donc en France qui pourrait être le CEA, ou aux États-Unis Lawrence Livermore National Lab ou d'autres laboratoires comme ça, pour compléter certaines de vos études, voire les vérifier? Donc par exemple via des relevés environnementaux, certains éléments de renseignement humain par exemple, afin de pouvoir compléter certaines études que vous menez. Merci. D'autres questions? J'ai vu une question là-haut. Monsieur, je vous en prie. Oui, oui, je vous remercie parce qu'en fait, votre institut est en fait un observatoire, pourrait-on dire, de la prolifération nucléaire, certes. Est-ce que vous seriez prêt à analyser et à faire des préconisations sur le traité de non-prolifération nucléaire, qui est un outil, un traité qui a été signé en 1968, qui doit être appliqué à durée indéterminée, dont l'article 6 dit bien, je précise bien, que les États nucléaires dotés de l'arme nucléaire s'engagent sans équivoque à désarmer, sans date fixe, et que les États qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires peuvent posséder la technologie civile nucléaire et ont la garantie que jamais ils n'auront l'arme nucléaire sur leur territoire. Si vous êtes un observatoire de la prolifération nucléaire, vous seriez donc à même d'évaluer la sincérité et la loyauté de chaque État doté d'armes nucléaires qui s'engage dans l'article 6 à sortir du nucléaire par étapes et signaler ceux qui ne font pas cette démarche. Ça serait en effet une orientation concrète, en plus de faire la surveillance open data, qui en fait n'est qu'un observatoire pour dire où on en est, mais il faut aller au-delà pour sortir la planète, on pourrait dire, de la sécurité, comme le traité de des armes biologiques a été signé et a valeur universelle, ainsi que les armes chimiques. L'arme nucléaire doit être bannie à terme, ce que dit Obama au discours de Prague. Ça ne sera pas de son vivant, mais c'est l'objectif et l'orientation qui doit être fixée. Est-ce que votre observatoire serait à même d'appuyer cette orientation? Jeffrey. Bon, on collabore. Mon ami Bruno Tertrais du FRS est ici, et de la FRS, et je passe beaucoup de temps à le harceler d'emails. Et on essaye toujours de trouver des façons de collaborer plus. Mais l'autre chose que vous avez dite sur les établissements de recherche, c'est le cas pour nous. Nous cherchons toujours à trouver des sources supplémentaires de données. C'est pour cela que ça nous intéresse fortement de voir comment on peut coopérer avec des établissements qui collectent des données civiles et qui les utilisent à des fins de non-prolifération. Par exemple, au Japon et en Iran et dans l'ouest des États-Unis, il y a des réseaux sismiques très sensibles qui sont beaucoup plus sensibles que les réseaux du CTBTO. Et vu qu'on a connaissance de la valeur de ces données qui normalement captent les tremblements de terre mais qui peuvent aussi capter les grosses explosions, on essaye de voir comment on peut développer les collaborations avec ces établissements civils afin d'améliorer ce qui, dans ce cas-là, relèverait de la surveillance du traité. Donc oui, nous faisons cela au fil du temps et nous essayons de trouver de nouveaux partenaires et de bons projets pour se lancer dans ces collaborations. Et en fait, je dirais que récemment, non, ça n'est plus très récent, c'était il y a 5 ou 6 ans, les États-Unis ont fait un essai conventionnel dans un site d'essai du Nevada dans le cadre du programme de vérification du CTBT, et le ministère de l'Énergie n'avait pas annoncé l'explosion, mais nous, on l'a capté. Et on a vu qu'elle a eu lieu à heure fixe, à une profondeur zéro. On a pu retrouver le lieu. On savait que c'était au lieu où il y avait les explosions, et on a essayé d'annoncer l'expérience avant qu'eux le fassent. C'était une réponse assez longue. Bon, s'agissant de la réponse plus large, j'aime votre analogie avec un observatoire. Moi, j'écris sur le désarmement
Je passe beaucoup de temps à étudier ces questions et mes points de vue sur ces questions sont très bien connus, mais en même temps, j'axe mes travaux sur la méthodologie, la formation d'étudiants et le développement, le renforcement de ce genre de capacités. Pour cela, je dirais que nous avons accueilli énormément d'étudiants. L'une des meilleures choses que nous faisions, c'est que nous formons des étudiants qui ensuite deviennent diplomates. En fait, nos étudiants sont si bons que chaque année, des délégations étrangères viennent démarcher nos étudiants et leur demandent de faire des conférences préparatoires sur le CTBT. Et c'est incroyable parce qu'il y a un Américain qui vient des Philippines, une Américaine qui est dans la délégation chilienne, et en fait, elle parle couramment chinois. Elle était à côté. Et le reste des Chiliens ne parlaient pas des Chinois, et les Chinois croyaient qu'ils ne parlaient pas chinois, et bon, elle a pu prendre énormément de notes comme ça à leur insu. Bon, quoi qu'il en soit. Nous écrivons sur ces questions, nous faisons du plaidoyer, nous formons des étudiants et des diplomates qui travaillent de façon collaborative sur ces questions, et puis nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer quand cela s'impose. Mardi 22, c'est-à-dire ce mardi, sera diffusé La France, le président et la bombe, qui est un documentaire qui a été produit par Bruno Tertrais, qui est là, et par Jean Guinel, pour le rappeler. Et puis mes capacités de traitement personnel de données m'ont permis de scanner la salle, de remarquer qu'il y avait au moins 2 officiers généraux qui avaient commandé les forces nucléaires. Alors je vais poser au moins une question orientée à l'un d'eux qui avait levé le doigt, Henri Matt. L'autre ne paie rien pour attendre. Bonsoir. Non, je voudrais simplement... vous avez parlé uniquement de modèles plutôt statiques d'architecture, comme on peut en trouver dans le commerce, voire chez des personnes plus spécialisées, type Dassault Systèmes. Est-ce que vous avez aussi des modèles dynamiques de trajectographie, entre autres pour déterminer les provenances de départ de coûts, qu'ils soient balistiques ou qu'ils soient, je vais dire, plus classiques, type mortier? Merci. Je prends une autre question. Un étudiant ou une étudiante? Une autre question? Bon, vous allez y réfléchir. Après, alors je vous en prie. Jeffrey. Oh, okay. Yeah. Ah bon, ça, c'est un dessin. C'est entièrement le cas. On pourrait prendre tout un tas de ces outils et les utiliser de la façon que vous avez évoquée. On serait moins à l'aise avec ça dans notre établissement quand même. Même si ces modèles nous impressionnent, il y a une des choses que l'on a vues, qu'il est possible de faire. On peut prendre les données infrasons du CTBTO et les utiliser comme système d'alerte précoce antimissile. Ça serait possible, mais ça serait une considération tactique en temps réel qui ne nous convainc pas vraiment. Ça ne cadre pas vraiment avec notre établissement. Mais là, je dirais que nous ne pensons pas simplement à des modèles statiques comme ceux que j'ai montrés, mais on pense aussi à la question plus générale qui a aussi été soulevée ici, qui est de voir quelle est la signification de ces technologies pour la stabilité dans un contexte interactif. On a tout un tas de projets là-dessus, je n'en parle pas aujourd'hui, mais des projets qui sont issus de la même idée, parce que selon notre expérience, lorsque Monterrey est une très belle ville et elle est aussi à côté de la Silicon Valley. On est donc en interaction avec des entrepreneurs de la high-tech. Par exemple, ceux qui vont prendre des photos de la planète tous les jours, Planet Lab à San Francisco. Il y a des amis à moi qui les connaissent depuis des décennies. Et quand on présente ces personnes à nos amis dans la communauté de la défense, qu'ils commencent à se parler, on voit très clairement que nos collègues dans la communauté de la défense
sont surpris de la vitesse d'évolution de la technologie commerciale. Et donc, il y a eu des conversations assez profondes et longues concernant la survivabilité des missiles mobiles à une ère où il y aura un suivi continu depuis l'espace. Et les gens se mettent en colère, par exemple, quand on fait voler des petits drones au-dessus de leur base. Mais qu'est-ce qu'ils penseront lorsqu'il y aura des caméras vidéo dans l'espace à tout moment qui vont les surveiller? Donc je ne veux pas que vous ayez l'impression que, vu que j'ai montré ces diapos assez restreintes, la question plus générale ne nous intéresse pas. Ça n'est pas le cas. Mais je vais faire de la rétention d'informations pour qu'on me réinvite une deuxième fois. Très différentes. La remarque, c'est pour continuer une question qui a été posée. Ce que le travail que tu as engagé et que les sources ouvertes et le big data amènent, c'est à se reposer la question sur la sensibilité des informations. Qu'est-ce qui est sensible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et finalement, la technologie a fait que la sensibilité a changé. Elle n'est plus au même endroit qu'elle ne l'était avant. Et je ne sais pas si le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale qui est ici et qui est en charge de la sécurité de la Défense nationale voudra réagir à ça, mais il me semble, en tout cas quand je regarde ça d'un point de vue technique et de pure prolifération nucléaire, qu'il y a vraiment deux sujets qui restent au cœur de la sensibilité, de choses auxquelles normalement tu ne devrais pas avoir accès. La première, c'est qu'il y a quand même encore un certain nombre d'éléments techniques qui sont au cœur de la fabrication des systèmes d'armes de destruction massive, en particulier des systèmes d'armes nucléaires, qui sont intrinsèquement extrêmement sensibles parce que proliférants. Dans tous les exemples que tu as montrés, finalement, il n'y a pas... on est à la périphérie de ce qui est sensible. C'est des choses qui, il y a quelques années, auraient été sensibles parce que relevant du renseignement. Mais dans ce que tu présentes d'un camion et de la structure d'un camion de transport réacteur-lanceur, dans la façon dont un bâtiment de civil, finalement, est construit pour abriter des centrifugeuses, ça nous oblige simplement à décaler un petit peu la frontière de ce qui est sensible. Ce qui reste sensible dans cette affaire-là, c'est la technologie de la propulsion du missile, de l'étagement, du guidage, c'est tout ce qui concerne la fabrication de l'arme nucléaire elle-même. Et ça, encore à ce stade, heureusement, on n'est pas encore à un stade où tu as tous les designs d'armes et les spécifications techniques en termes de masse, de format, de dimensions nécessaires. Peut-être que ça arrivera, auquel cas on sera vraiment dans un monde totalement différent et où les questions déontologiques, éthiques et de sécurité et de stabilité internationale seront absolument fondamentales pour guider et encadrer le travail que tu fais. Le deuxième critère de sensibilité, là pour le coup, ça n'a pas à voir avec la substance de l'information, mais avec la nature de l'émetteur. Ça n'est pas la même chose d'être une ONG, un think tank et de produire de l'information et d'être un État avec un objectif de politique étrangère et de politique de défense et de valider une information et d'en faire quelque chose en termes de politique publique. Et ces deux éléments-là sont des éléments qui, fondamentalement, continueront de distinguer, quoi qu'il arrive, l'emploi de l'information, le même emploi de l'information à des fins d'information générale et d'éducation du public et à des fins de politique publique. La question que je voulais poser, c'était pour revenir sur les pays dotés, les États dotés en tant que tels, le travail que tu fais. Tu es un spécialiste de la Chine en particulier, tu as écrit 2 livres complets sur la Chine, un paru récemment, le dernier en date, qui s'appelle Paper Tiger. Si vous êtes intéressé, c'est une des sommes à lire sur la politique et la doctrine et la stratégie nucléaire chinoise. Qu'est-ce qui, dans ce livre-là, a relevé, je dirais, assez classiquement de l'exploitation des sources écrites, de la littérature ouverte, des choses classiques, et de tout ce travail de sources ouvertes. J'ai l'impression, mais c'est pour te pousser un peu, que l'essentiel de ce travail d'analyse de la stratégie nucléaire de la Chine, par exemple, a reposé fondamentalement sur des techniques très classiques de sciences humaines, qui sont simplement l'exploitation de la littérature ouverte. Mais est-ce que ce type de techniques et de technologies que tu as développées peut vraiment changer la façon dont tu regardes aujourd'hui la stratégie et la dynamique de l'évolution de la Chine dans le domaine nucléaire? Ce sont de magnifiques questions, très bonnes. Moi, ce qui me préoccupe plus, je me préoccupe plus de la quantité de design et d'informations sur les armes nucléaires disponibles que vous. J'ai fait une étude où j'ai passé en revue ces informations et celle-là ne sera jamais publiée. On trouve des choses et je ne comprends pas pourquoi c'est disponible.
Un exemple très célèbre, puisque quelqu'un a fait l'erreur et pas moi, il y a quelques années, un député républicain, bon, aux États-Unis, c'est toujours le début d'une blague. Ça commence. Il y avait un député républicain qui pensait que ce serait une bonne idée de prendre tous les documents liés aux armes de destruction massive de l'Irak et de les mettre en ligne pour que les gens puissent faire du crowdsourcing sur ces documents. L'un des documents contenait tous les détails de toutes les itérations des designs nucléaires irakiens, toutes les composantes, l'épaisseur, la masse, toutes les itérations. Et bon, ils ont retiré le document, mais seulement après que ça avait été téléchargé des millions de fois. Et c'était sans équivoque. Et donc ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète aussi, c'est la fabrication additive, ce qu'on appelle aussi l'impression 3D. La capacité que l'on peut avoir d'imprimer des formes, donc des composants en utilisant différents matériaux avec des spécifications très élevées. Là, c'est vraiment très impressionnant. Et ça m'inquiète beaucoup de voir qu'il y a beaucoup de contrôle des exportations qu'il y a en place pour des composants sensibles, et tout cela va vraiment être rendu caduque par l'impression 3D et les machines qui ne vont que s'améliorer. Mais pour répondre à la question amusante concernant mon livre, en tant qu'universitaire traditionnel, il suffit de me poser une question sur mon livre, je souris et 1 heure plus tard, vous allez vraiment essayer de vous ruer vers les issues. Vous avez raison. Ce sont des recherches traditionnelles en sciences humaines avec cette petite part de nouvelles techniques. Mais c'est ce que j'essaye de vous dire. On aurait toujours pu faire cela. Il y a une histoire assez célèbre, une étude de la CIA où ils ont essayé d'estimer la taille de la première usine d'enrichissement soviétique. Ils ont fait cela parce qu'il y avait l'équivalent soviétique de Life Magazine. Bon, c'est quoi l'équivalent français de Life Magazine, si vous voyez? Bon, bref. Oui, Paris Match, c'est ça. Et donc l'équivalent soviétique de Paris Match, où il y avait une photo de travailleurs et derrière eux, il y avait un transformateur électrique et on voyait un diagramme du réseau électrique et les soviétiques avaient coupé les dernières lignes qui allaient à leur usine de diffusion gazeuse et ils pensaient que c'était une carte de tout le réseau, et maintenant qu'on connaît toute la taille et la localisation de tous les transformateurs et toutes les branches, eh bien, on pourrait trouver la taille de l'usine. Et rien qu'avec cette photo-là, ils y sont arrivés. Et ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que quand ils ont fait ça dans les années 50, c'était quasiment un miracle. Bon, d'abord, il fallait avoir une copie du Paris Match soviétique. Bon, qui avait ça à l'époque? Et puis, il fallait montrer cela à quelqu'un qui travaillait à une grande entreprise d'électricité, Edison à l'époque. Et cette personne devait être assez motivée et avoir une bonne carte de l'Union soviétique. Ils ont pu faire cela, mais c'était très très dur. Mais si vous aviez eu la même photo aujourd'hui, ça aurait été fait en un claquement de doigts. Et c'est là que j'ai l'impression que les nouvelles données me permettent de mieux développer ce qu'il y a dans ce livre. Il y a des données, des estimations non classifiées des arsenaux russes et chinois. Les Chinois ont dit on produit très peu de missiles. Et bon, vous avez l'impression que petit, c'est une douzaine. C'est peut-être pas 2, mais c'est pas 50 non plus. Et puis, bon, c'est ça que je fais. Et vous voyez une évaluation américaine non classifiée qui dit 18 missiles. Bon, d'accord, très bien. Et donc, ce que je peux faire ensuite, c'est aller retrouver ces silos et les cerner, commencer à les compter. Une fois que je commence à faire cela, je peux commencer à comprendre comment y est arrivée la communauté du renseignement américain, et moi je peux faire cela de mon côté, et je peux maintenant faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Je peux prendre une analyse des services secrets et dire bon, celle-là elle n'est pas bonne, celle-là elle est bonne.
c'est quelque chose qu'on a découvert, on n'en avait jamais été conscient auparavant. Quand la Chine a fait son premier essai nucléaire, elle a utilisé de l'uranium. Et les États-Unis ont dit qu'ils étaient époustouflés par cela, parce qu'on ne pensait pas que l'usine d'enrichissement de l'uranium était opérationnelle à l'époque. Et donc, on en avait conclu qu'ils avaient obtenu l'uranium de quelqu'un d'autre. Oui, on les a accusés d'avoir eu leur uranium en France. Et on s'était trompé. Et pendant des années, on s'est demandé pourquoi on a fait cette erreur. Et j'ai trouvé un document déclassifié où il y avait des mesures du bâtiment. Et moi, je me suis dit que pour m'amuser, j'irais sur Google Earth et j'allais mesurer le bâtiment. Et eux, ils se sont trompés dans leurs mesures. Et ils ont oublié presque 60 mètres. Et c'est le cas, parce que si vous prenez une image mauvaise prise par un U2, on ne sait pas exactement à quelle altitude on est, il faut donc estimer la taille. Il y a un parallaxe et puis on a une règle à calculer, donc c'est très difficile. Mais une image satellite, je sais exactement où est le satellite, à quelle heure, je peux voir les ombres, et vu la longueur de l'ombre, je peux vous donner la hauteur du bâtiment, donc pour moi c'est vraiment super facile. Et puis eux, ils avaient une seule photo, moi j'en ai 50. Et j'ai mesuré 10-15 fois le bâtiment et je l'ai dit, oui, ils se sont trompés dans la mesure. C'est un peu plus compliqué, ils ont fait d'autres erreurs. Mais avant d'avoir l'information libre, on ne pouvait pas refaire le processus inverse pour comprendre leurs erreurs. Et une fois qu'on arrive à faire cela, votre compréhension est beaucoup plus riche. Et donc je me suis dit que c'était beaucoup plus facile de faire les sciences humaines parce que c'était éclairé par des choses que je pouvais mesurer, toucher du doigt et vraiment savoir. Une question, je dirais que ce qui est devenu vraiment complètement évident, c'est que le travail sur les sources ouvertes, ce type de travail, par exemple dans la lutte contre la prolifération, les biens à double usage, les convois, détournements de bateaux est complètement utile. Je veux dire, on a là des moyens de contrôle et d'une certaine manière, de façon assez économique par rapport à des captations d'informations par les services. Donc c'est complètement utile. Ça, donc dans l'aide pour opérer ces contrôles, c'est absolument nécessaire et pertinent. Alors après, je l'ai déjà indiqué, je pense que ça souligne, ça appelle aussi plus d'attention pour éviter des fragilités ou des failles, mais je les ai déjà évoquées, ce qui fait qu'on joue une imperméabilité numérique de plus en plus forte dans certains secteurs, notamment ceux que tu évoquais tout à l'heure, dans lesquels effectivement le maintien du secret est absolument nécessaire. Je voulais dire que la fois prochaine, nous aurons Ram Jacou qui viendra parler de la guerre de l'espace, mais je regrette une chose, mais ce n'est qu'un regret, c'est que je ne sais pas si vous pouvez rester juste là parce que c'est dans 15 jours. Mais certainement vous allez revenir parce que vous êtes spécialiste aussi, vous avez fait écrire un livre sur le programme spatial chinois, on l'a évoqué, vous avez écrit en 2014 ce livre Paper Tigers sur la dissuasion nucléaire chinoise, donc c'est déjà une invitation à revenir pour parler de ces questions, mais en tout cas en vous adressant un très grand merci pour la conférence de ce soir.